Donc, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Jonas Story. Je ne sais pas si j'ai prononcé le nom. Jonas, je te laisse le soin de te présenter, de nous expliquer un peu ton parcours jusqu'à la recherche et de dérouler la séance. Oula, je ne m'attendais pas à la question, mais bon. Qu'est-ce que je peux dire? Je m'appelle Jonas Niaoui et je suis étudiant en doctorat à l'Université Laval et au MILA, qui est l'Institut québécois de l'intelligence artificielle. Euh, je suis camerounais et j'ai fait commencé mes études au Cameroun. Euh, j'ai fait bon après le lycée, je suis parti à l'École nationale supérieure polytechnique pour faire une formation d'ingénieur en informatique. Et par la suite, j'étais intéressé par l'analyse numérique et les maths, donc je suis parti faire un master en sciences mathématiques à l'Institut Ames, qui est l'African Institute for Mathematical Sciences. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, l'analyse numérique m'intéressait plus tant que ça. Et donc, mais j'étais toujours passionné un peu de mathématiques et d'informatique, donc je voulais quelque chose qui soit proche. Donc, j'ai travaillé un peu avant de. C'est là où avant de partir faire le master en machine learning à AMI, qui est le African Institute of African Masters in Machine Intelligence. C'est un programme qui a été lancé à l'époque, en fait, qui a été créé par Moustapha Cissé d'ailleurs, qui est bon, vous êtes sénégalais, vous devrez le connaître tous. Oui, et donc après ce master-là, j'ai eu la chance d'aller faire un programme de résidence à Google. J'étais dans le bureau de Accra au Ghana. Euh, donc, pendant, pendant la résidence, en fait, je sais que je voulais toujours faire le doctorat, mais je ne savais pas vraiment dans quel domaine précisément je devais le faire. Et donc, la résidence m'a permis de, quelque part, définir un peu mes intérêts dans la recherche. Et donc, donc, c'est pendant la résidence que j'ai, donc après cette résidence que je suis parti faire le doctorat à l'Université Laval et au MILA sur les questions d'adversarial robustness. Donc, c'était sur les questions de, pas vraiment de sécurité, mais bon, de fiabilité des modèles d'apprentissage. Donc, je suis dans ma 5e année et depuis, et en octobre aussi, je suis parti faire euh, une visite de recherche à Stanford dans le bureau le labo de Sanmi qui fait beaucoup dans la robustesse et dans les évaluations de modèles. Donc, c'est à peu près ça mon parcours brièvement. Aujourd'hui, je vais vous parler vous entretenir aujourd'hui sur ce papier qui est accepté à iClear, que je vais présenter le mois prochain. Il s'agit de Robust Fine-Tuning. Donc, c'est à peu près, le Robust Fine-Tuning, ça tourne toujours autour des sujets de robustesse qui m'intéressent. Donc, j'aimerais aussi remercier mes collaborateurs qui ont contribué énormément à l'amélioration de ce papier. Bon, je pense que je vais y aller tout de suite. S'il y a des questions à la fin, que ce soit sur mon parcours ou sur la présentation, je serais ravi de répondre. J'espère que je n'ai pas trop pris de temps là-dessus. OK, donc la présentation aujourd'hui, je l'ai structurée un peu
calqué sur un peu la structuration du papier en lui-même. Donc, au début, je vais d'abord parler de la motivation derrière le papier et ensuite présenter les phénomènes de transfert sous-optimal et de delay task adaptation qu'on a découvert ici. Ensuite, présenter la méthode et la métrique qu'on a introduite. Après, présenter l'évaluation expérimentale et les limitations et les suites potentielles de ce projet. OK. Alors, le standard actuel sur les workflows de machine learning, c'est de faire du pre-training fine-tuning. Donc, il s'agit de prendre un modèle et de l'entraîner sur des gros volumes de données, ce qu'on appelle le pré-entraînement, pre-training. Et ensuite, on le fine-tune on l'adapte sur une certaine tâche downstream qui vient avec des données, ce qu'on appelle le fine-tuning. Est-ce que, ouais. Donc, ce qu'on appelle le fine-tuning, et ça se fait avec, la fonction de PET qui est liée à cette tâche en question. Et donc, ce processus qui fait du transfer learning a des bénéfices assez clairs. Donc, premièrement, on peut réutiliser le même modèle pour plusieurs tâches. Et l'autre bénéfice, c'est qu'on a cette convergence rapide, c'est-à-dire qu'en quelques époques, on peut obtenir une bonne performance sur une tâche comparé à si on était en train d'entraîner directement sur cette tâche à partir de zéro. Et il y a aussi non, je vais dire plus rapidement, c'est-à-dire à partir de zéro, ça prenait plus de temps. Il y a aussi la meilleure généralisation. Et donc ça, c'est aussi le fait que si on devait entraîner directement sur cette tâche avec les données, ça donnerait moins de performance que souvent si on a d'abord pré-entraîné sur un certain dataset. Après, un dernier avantage qui n'est pas le moindre, c'est le data efficiency. C'est le fait que si on peut obtenir des bonnes performances sur une tâche où on a peu de données, et sur certaines tâches, vu que les réseaux de neurones sont souvent très gourmands en données, souvent ont besoin de millions de données, sur des tâches où il n'y a qu'une dizaine, que des milliers ou des dizaines de milliers de données, la seule option devient généralement d'utiliser un modèle pré-entraîné sur d'autres données. Donc ça, c'est aussi l'un des avantages. Alors, le problème ici, enfin, il se trouve que les réseaux de neurones ont une certaine faiblesse, c'est la vulnérabilité adversarielle. C'est un peu cette vulnérabilité, c'est un peu les exemples adversariaux, ce sont plus des perturbations en entrée qui sont insignifiantes, mais qui peuvent changer la décision du modèle. Et donc, par exemple, dans ce cas-ci, dans une tâche classique de classification d'images, une image qui est parfaitement ressemble à un chat peut devenir un bus clairement. Donc, en tout cas, le modèle peut prédire cela avec une certaine confiance, comme si c'était la bonne classe. Et pourquoi c'est un problème? Je ne sais pas, désolé, je ne sais pas si c'est moi, mais je ne vois plus le partage. Je vois juste un écran blanc. Oui, je ralentissais parce que je me disais que c'est pareil. Je vois un écran blanc aussi, mais je ne sais pas. Je vois, c'est comme un tableau et je vois, je ne sais pas s'il y a un. Attends. Il y a un whiteboard ici. Je ne sais pas, hide whiteboard.
Parce que j'ai l'impression que c'est le whiteboard que vous voyez. Attends, je vais arrêter le partage. Et là, le partage est arrêté, je pense. Oui, oui. Et je vais repartager. Oui, là, c'est bon. Ok. Je vais repartager. Ok. Je disais donc que c'est les problèmes de cette vulnérabilité pose des problèmes lorsque l'on est dans des applications où les enjeux sont très importants et généralement sur les systèmes sensibles ou critiques, notamment les systèmes de transport comme les véhicules autonomes ou bien les systèmes de navigation en aéronautique euh, ou, euh, ou bien alors des applications de santé. Et par exemple, si on doit par exemple prendre, enfin, je reviens sur le cas typique des véhicules autonomes, c'est que l'idée générale, enfin, l'exemple classique dessus, c'est que si le modèle doit détecter des piétons et que ensuite euh, la voiture doit prendre la décision de s'arrêter, en fait, il peut arriver qu'avec des perturbations, il ne détecte pas les piétons ou bien ne détecte pas les arrêts de stop et des choses comme ça qui peuvent entraîner des accidents. Et par exemple, en santé, si on doit prendre des décisions comme est-ce qu'on doit appliquer un traitement ou pas, est-ce que cette personne a le cancer ou pas, et donc ça engage la vie des gens. Pareil pour les applications financières où un modèle doit prendre des décisions sur le fait d'investir ou non, ou de faire certains mouvements financiers. Et donc, la robustesse fait partie de ces propriétés que l'on aimerait avoir sur les modèles dans les systèmes critiques. C'est-à-dire on voudrait, par exemple, que les modèles soient interprétables, euh, explicables ou bien qu'ils soient fair et justes. Donc, la robustesse fait donc partie de ces propriétés-là. Attends, OK. Alors, comment est-ce qu'on se défend contre cette vulnérabilité? La méthode classique consiste à faire ce qu'on appelle adversarial training. Donc, on applique cette procédure d'adversarial training sur le fine-tuning. Et en gros, il s'agit de faire du data augmentation. Donc, on entraîne le modèle à reconnaître le bruit. Donc, on attaque le modèle avec le bruit, on attaque le modèle pour fabriquer ce genre de bruit pendant l'entraînement. Ensuite, on le fait passer au modèle et on lui apprend tout simplement que c'est un exemple normal. Donc, c'est quoi donc le problème qui nous intéresse ici dans cette procédure? C'est que lorsqu'on fait du fine-tuning, robust fine-tuning, on peut avoir deux types de modèles pré-entraînés. Donc, ce modèle pré-entraîné ici, il y a d'un côté les modèles pré-entraînés robustes, en fait, qui sont entraînés de façon adversariale, donc qui ont été entraînés avec du bruit pour que ça ait une certaine robustesse. Ces modèles pré-entraînés-là sont rares et plus coûteux parce que la procédure d'entraînement adversarial est coûteuse parce qu'il faut fabriquer le bruit, attaquer le modèle. Et plus le modèle est gros, plus la taille de l'entrée est grande, plus c'est difficile de faire cela. Et ça a été ce sur quoi les travaux antérieurs se sont focalisés. Et en gros, ils ont montré que en fait, il y a un avantage à utiliser ce genre de modèle et que pour la robustesse ou juste pour la performance, et que en gros, ça marche et de faire des stratégies qui marchent bien pour ce type de modèle. D'un autre côté, on a les modèles non robustes, les modèles pré-entraînés non robustes. Ceux-là sont beaucoup plus abondants dans les dépôts open source comme Hugging Face par exemple.
Et c'est généralement la priorité lorsqu'on veut faire de pré-entraînement. C'est-à-dire qu'en général, on veut apprendre des features qui sont les plus générales possibles à plusieurs tâches. Et donc, la robustesse est traitée comme une propriété qui dépend de la tâche et non une propriété générale. Et donc, ces modèles non robustes-là sont peu étudiés et en pratique, ça ne marche pas de faire de la robust fine-tuning avec ça. Et avant ce papier, il n'y avait pas de stratégie qui visait directement ce genre de backbone non robuste. Donc, c'est vraiment pour fermer, en fait, pour combler ce vide dans la littérature que nous nous sommes intéressés à ce problème. Et la question fondamentale qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut acquérir de la robustesse lorsqu'on commence à partir d'un modèle pré-entraîné non robuste? C'est-à-dire qu'un modèle qu'on a entraîné juste pour pouvoir obtenir de la performance. Et donc, la réponse dans la littérature, la réponse n'est pas claire et certains semblent indiquer même que c'est pas possible. C'est-à-dire que certains suggèrent que la non-robustesse peut être transmise lors du fine-tuning et donc c'est peine perdue en fait. La bonne nouvelle qu'on apporte, c'est qu'en fait, c'est possible et c'est tout l'intérêt de ce travail ici. Donc, je vais faire un résumé des contributions de ce papier. Donc, premièrement, la première contribution, c'est la découverte de ce phénomène de transfert sous-optimal. En gros, c'est juste un phénomène où on remarque que la performance du robot fine-tuning, c'est-à-dire que lorsqu'on ajoute du bruit, baisse drastiquement, même lorsqu'on est à des petites perturbations, comparé à une perturbation. En tout cas, peut être comparé à lorsqu'on on fait juste du fine-tuning standard. La deuxième contribution, c'est la découverte de ce phénomène de delay task adaptation qui est corrélé avec le phénomène de transfert sous-optimal, où en fait, le modèle commence à apprendre la tâche beaucoup plus tard lorsqu'on ajoute du bruit. Et donc, la troisième contribution, c'est la proposition de cette méthode de epsilon scheduling, qui est comme un ordonnanceur sur les perturbations pendant l'entraînement, qui permet donc d'éviter le delay task adaptation et d'éviter aussi le suboptimal transfer. Ensuite, on a introduit une métrique qu'on appelle expected robustness pour évaluer les modèles et les comparer. Et on a fait une validation expérimentale de cette méthode sur différents scénarios. Et juste pour mentionner que ce travail est essentiellement expérimental. Et je vais présenter les phénomènes au fur et à mesure et les résultats que l'on a obtenus. Alors, pour répondre à la question fondamentale qu'on s'est posée au départ de est-ce qu'on peut vraiment faire du robust fine-tuning avec des backbones non robustes, on a commencé par une expérience toute simple. Déjà, je dois rappeler lorsqu'on fait de l'adversarial robustness, il faut définir un seuil de robustesse. Donc, il faut définir un objectif de bruit qu'on appelle epsilon G, que j'appelle ici epsilon G. En fait, c'est le niveau maximal qu'on souhaite acquérir pour la robustesse. Une fois que l'on a défini cela, l'objectif du robust fine-tuning, c'est de minimiser donc le risque adversarial à ce niveau de bruit-là. Et donc, le risque adversarial est défini classiquement comme ceci, c'est-à-dire qu'on essaye de minimiser en moyenne la loss dans le pire cas pour les bruits qui sont à ce niveau de perturbation epsilon G. Et donc, l'expérience qu'on a faite, c'est de faire du robust fine-tuning à des niveaux de bruit différents, donc de 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Et de mesurer la performance sur la tâche directement, la clean accuracy.
Ici, les targets ici sont en norme infinie. Donc, juste pour donner une idée, en fait, 1 sur 255 ici, ça veut dire que la variation sur une image est au maximum d'un seul pixel. Oui, donc, si tu prends une image, tu ajoutes au maximum 1 pixel, 2 pixels ou 3 pixels sur plus 3 pixels sur l'image. Donc, à quoi est-ce que l'on s'attend lorsqu'on ajoute du bruit? Évidemment, on s'attend à ce que la performance décroisse. Donc, une façon de voir cela, c'est de dire que si j'ajoute trop de bruit, c'est-à-dire que j'ajoute trop de bruit dont je détruis l'image, si j'ajoute par exemple le bruit maximal, je détruis l'image dont la performance devrait être presque aléatoire. Mais la question, c'est à quel point est-ce que ça décroît? C'est-à-dire que comment est-ce que cette performance baisse? Donc ça, c'est une question, parce que ça peut baisser d'une certaine manière, de plusieurs manières différentes, ou bien d'une manière. Enfin, il y a une infinité de manières avec lesquelles ça peut diminuer. Et donc, là, ça nous amène au premier phénomène qui est le transfert sous-optimal. Donc, nos expériences ont montré que, en fait, lorsqu'on ajoute du bruit, la performance peut baisser de façon considérable. Et là, ce qu'on peut voir, c'est ce que je montre ici, c'est la variation de la performance clean ou la performance sur la tâche en fonction du bruit qu'on ajoute. Ici, au niveau 0, c'est qu'on n'a pas ajouté de perturbation, donc on a de très bonnes performances ici. Et on peut voir que, en fait, pour certains cas, même lorsqu'on ajoute même seulement un pixel, on est déjà à moins 14 points de performance. Et lorsqu'on a des niveaux déjà à 4, par exemple dans les deux cas pour ces deux modèles-ci, le modèle devient presque inutilisable. Donc, ça collapse presque. Donc, c'est ce phénomène c'est cet écart entre la performance lorsqu'on ajoute du bruit et la performance nominale sans bruit, qu'on appelle le transfert suboptimal transfer. Et ça dépend, et la sévérité de ce transfert sous-optimal dépend du modèle et de la tâche en question. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que cela arrive? Donc, pourquoi est-ce que cela arrive? On a essayé de regarder les courbes d'apprentissage pour les différents niveaux de bruit. Et donc, on les a mis on a mis toutes ces courbes ensemble. Et ce qu'on remarque, c'est que, en fait, lorsqu'on fait de l'entraînement standard, lorsqu'on fait le fine-tuning standard, juste avec, par exemple, la cross-entropie loss, sans perturbation, on a une convergence rapide. Donc, on a l'avantage, le bénéfice du transfer learning dont je mentionnais au début, c'est-à-dire qu'en moins de 10 époques, dans les trois cas ici, en moins de 10 époques ou en 10 époques, on a une performance qui est rapidement, va au-delà de 80%. Et donc, ça, c'est vraiment l'avantage qu'on veut avec le fine-tuning. C'est-à-dire qu'on prend un modèle préentraîné et en peu d'étapes, on veut avoir une bonne performance. Sauf que lorsqu'on ajoute du bruit, on remarque qu'en fait, pendant un bon moment, le modèle n'apprend presque rien et il commence à apprendre la tâche beaucoup plus tard. Donc, il y a un délai d'apprentissage ici. Donc, c'est ce qu'on appelle delay task adaptation, où plus on ajoute du bruit, plus le moment où le modèle commence à apprendre la tâche est quelque part retardé. Et ce retard, éventuellement, finit par résulter sur le transfert sous-optimal. Donc, plus il y a de delay, plus il y a aussi moins aussi on a de performance à la fin. Donc, et on voit bien que dans certains cas, le modèle finit par ne jamais apprendre la tâche tout de suite. C'est-à-dire que là, on est à 0. Là, on n'est pas à 0, mais là, on est en dessous, par exemple, on est aux environs de 5%. Et c'est comme si on avait perdu l'avantage du pre-training.
Donc, c'est un peu ça le delay ici. Et comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème? Donc, la réponse naturelle qui nous est venue, c'est de faire de l'epsilon scheduling. Alors, le scheduling ici, c'est comme un ordonnanceur sur les perturbations pendant l'entraînement. Donc, c'est comme un curriculum en 3 phases où, dans la première partie, on fait juste de l'adaptation sur la tâche. Donc jusqu'à une époque T1, on fait juste du cross-entropy loss, simplement. Et ensuite, on augmente graduellement la perturbation de façon linéaire, tout simplement, jusqu'au niveau seuil que l'on souhaite. Et on fine-tune ensuite de façon adversariale au niveau seuil de façon constante. Donc, ce que ça fait, c'est juste créer un pont entre l'entraînement, le fine-tuning standard, l'entraînement standard et l'entraînement fixe qui est fait d'habitude. C'est-à-dire que le fait d'exposer le modèle au niveau de bruit voulu dès le début de l'entraînement. Donc là, on crée une sorte de pont entre les deux. Pour évaluer ces modèles, vu qu'on fait un peu de l'entraînement sur plusieurs niveaux de robustesse, on a introduit cette métrique-ci, le expected robustness, pour pouvoir comparer ces modèles. Pourquoi est-ce que l'on a introduit cela? Donc, pour expliquer cela, je vais revenir à l'évaluation standard. De façon standard, lorsque l'on veut évaluer les modèles pour la robustesse, on va évaluer sur la clean accuracy, qui est la performance nominale, et on va aussi évaluer sur la robust accuracy au niveau seuil que l'on souhaite. La question, c'est si on a la clean et la robust accuracy à epsilon g, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'il y a un compromis à faire entre le correctness, l'accuracy et la robustesse? Et donc, c'est là où on a introduit une nouvelle métrique donc, pour pouvoir mesurer, enfin, une métrique qui pourra permettre de casser le trade-off quelque part. Et donc, c'est simplement qu'on intègre la robustesse sur l'intervalle 0 à epsilon g. Donc, cette intégration correspond tout simplement à l'air sous la courbe de robust accuracy. Et cette métrique a, au fond, deux avantages principaux. Le premier avantage, c'est que ça permet de faire la sélection entre deux modèles, par exemple. Donc, ce que j'ai et de répondre au problème de trade-off. Et un cas typique ici, c'est que si on a deux modèles, par exemple, ici, comme on a le fixe et le scheduler ici, on peut voir qu'ici, la performance, là, on a en parenthèse la performance clean suivie de la performance robuste. On peut voir que le fixe, ici, a une meilleure performance robuste à 40%, mais c'est le scheduler qui a une meilleure performance clean. La question, c'est si on demandait à quelqu'un de choisir entre ces deux modèles, qu'est-ce que tu choisirais en fait? Qu'est-ce que la personne choisirait? Et on peut partir sur des critères subjectifs en disant, OK, moi, je préfère la robustesse, donc je pars avec ce modèle, ou je préfère la clean accuracy, donc la performance, donc je pars avec ce modèle, ou faire tout ce qu'on veut, un théorème de l'œil ou quelque chose que quelqu'un ferait juste de façon subjective. Ce que la métrique vient faire, c'est que ça intègre sur toutes les valeurs d'epsilon de 0 jusqu'à 4 sur 255. Et on peut voir qu'ici, à droite, sur la clean, le scheduler est meilleur, mais ça permet d'indiquer qu'en fait, il y a une autre métrique sur laquelle le scheduler est nettement meilleur. Et donc, c'est ce que le expected robustness vient faire ici. Le deuxième avantage, c'est que on évalue, ça correspond à un threat model pratique. Bon, un modèle de menace qui est pratique. Pour comprendre cela,
il faut comprendre que lorsqu'on évalue en performance clean sans perturbation, en fait, on suppose que le modèle n'est pas attaqué ou le modèle reçoit des images ou des entrées propres sans perturbation pour toutes les entrées. Et lorsqu'on calcule aussi la robust accuracy, le modèle d'évaluation, c'est qu'en fait, on suppose que le modèle tous les points sont attaqués tout le temps avec, avec le niveau de bruit maximal epsilon g. Et donc, ce que le expected robustness mesure, c'est que c'est un trade model où on suppose que le modèle peut être attaqué ou non, et avec un niveau de bruit qui est aléatoire entre 0 et epsilon g. Et donc, on peut voir qu'en pratique, on peut modéliser la distribution de bruit ou d'attaque en fonction de l'application. Là, on a choisi une distribution uniforme, juste par convenance, tout simplement. Alors, de façon expérimentale, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc, pour évaluer le epsilon scheduling, ce qu'on a fait, c'est on a considéré 6 modèles pour pouvoir avoir une variété d'architecture et de types de pré-entraînement. Donc, on a des modèles de transformers, on a aussi des modèles convolutionnels et des modèles entraînés de façon multimodale avec les. Pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, avant ce papier-ci, la plupart du temps, les papiers qui présentent la robustesse vont soit seulement se focaliser sur les transformers, soit sur les réseaux convolutionnels. Et jamais c'est vraiment évalué. Les deux ne sont pas vraiment toujours évalués ensemble. Donc, les méthodes étaient un peu spécifiques à l'architecture souvent. Et en termes de datasets, on a considéré les datasets low data regime. Ici, ce sont des datasets qui sont vraiment appropriés pour le fine-tuning. Donc, ils ont en général des milliers ou des dizaines de milliers de points. Parce qu'en fait, si on veut entraîner un modèle VIT ou autre sur ces datasets, en fait, on ne peut pas. Parce que les données sont trop peu. Enfin, from scratch, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment des cas qui ne peuvent s'appliquer qu'on ne peut utiliser qu'en fine-tuning. Et en termes de perturbation, on a considéré 2 types de perturbations, en 4 sur 255 et 8 sur 255. Ce n'est pas une distinction standard, c'est juste que, en général, lorsqu'on veut mesurer les perturbations, c'est généralement 4 et 8. Et par rapport à nos expériences initiales, 4 c'était la performance, enfin 4 était comme une performance modérée, mais à 8 sur 255, tout était tout collapsé en fait quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a ce type de high et low ici, pour montrer qu'en fait dans les deux cas, on a un certain gain. Alors de façon expérimentale, je ne vais pas vous embrouiller avec les tables ici. Je vais vous présenter les résultats agrégés par modèle et par dataset. Et là, ce que je présente là, c'est les performances. En abscisse, on a la performance clean et en ordonnée, on a les accuracies robustes. Et en point, dans les accuracies robustes, il y en a 2. Ce qui est en très fort ce qui est en très fort, c'est l'accuracy, le robust accuracy classique. Et en pointillé, c'est la métrique qu'on propose. Alors, lorsqu'on fait le robust fine-tuning classique en fixe, donc ce qu'on peut remarquer, c'est que les performances sont à peu près dans ce coin inférieur. Donc, on a des modèles qui ont pas une très bonne performance clean et aussi une faible robustesse. Donc, c'est le même cas que ce que l'on moyenne par dataset ou bien par modèle. En fait,
on a la même observation. Et c'est pire encore lorsqu'on augmente le bruit à 8 sur 255. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais plus tôt, on assiste carrément à un échec de transfert. C'est-à-dire que ces modèles-ci, par exemple, ont moins de 40% de performance avec moins de 30% de robustesse. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on applique le scheduler dans l'ordonnanceur? En fait, la performance est shiftée vers le haut. Donc, déjà, la performance clean passe de gauche à droite. Donc, on augmente la performance clean autour des 80%, même à 4 sur 255. Et aussi, on augmente la performance vers le haut, donc la robustesse augmente aussi. Et on peut voir qu'en fait, donc, déjà, oui, j'ai oublié de mentionner, on peut voir aussi qu'en fait, dans le cas où il y avait complètement d'échec ici, on passe à des cas où le modèle devient carrément... on a un succès total, c'est-à-dire qu'on a une performance près de 80% et on a presque de la robustesse gratuite, en fait. Alors qu'on assistait à un échec avant. Une autre chose aussi, c'est que sur la métrique ce que la métrique de expected robustness permet de voir aussi, c'est que, en fait, lorsqu'on a, par exemple, ce modèle-ci qui passe d'une performance, qui augmente en clean, qui augmente en performance, on peut avoir l'impression que sa performance en robustesse est similaire. Donc, on peut se dire que peut-être ça n'a pas eu un si bon effet que ça sur la robustesse. Mais en fait, lorsqu'on intègre la robustesse sur tout l'intervalle, en fait, on voit qu'en fait, il augmente de façon significative. Donc, en fait, le modèle n'est pas seulement bon en clean, en fait, il est bon sur tous les adversaires intermédiaires de 0 à epsilon. Donc, une façon de voir aussi ce qui se passe quand on fait le scheduling, c'est que, en fait, il y a en tout cas, le truc intéressant lorsqu'on voit les courbes d'apprentissage, qui sont ici les validation accuracies en clean et en robuste. En fait, au-delà du fait que le scheduler domine ici, en fait, c'est le fait que lorsqu'on commence à ajouter du bruit, donc ici en bas, c'est le robust accuracy validation. En fait, on peut voir qu'en fait, en première phase, on commence sans bruit, donc la robustesse est nulle et on a une très bonne performance ici. Mais en fait, lorsqu'on commence à ajouter du bruit, en fait, la performance ne change pas. C'est-à-dire qu'on ajoute du bruit, mais jusqu'à la fin, la performance est maintenue. Donc, c'est quand même, en fait, pour nous, ça a été quand même une surprise de voir ça, parce que vous pouvez voir que pour le bleu, avec le bruit, affecte énormément la clean accuracy. Et donc, même quand on est déjà vers la fin, ici, on ajoute des bruits très hauts, la performance ne baisse plus. Donc, c'est l'effet qui a été intéressant ici. Et autre chose, c'est que sur les cas difficiles comme la classification des modèles d'avions, par exemple ici, pour le fixe, on a carrément un échec. C'est-à-dire qu'on a l'échec dont je parlais tout à l'heure en clean et en robustesse. Et on peut voir qu'en fait, la seule manière d'obtenir de la robustesse, c'est de faire du scheduling. Donc, qui permet d'avoir quelque part, on a de la robustesse de manière presque gratuite, sans faire grand-chose. Alors, ça intrigue et ça pousse à se demander qu'est-ce qui se passe en réalité pendant l'optimisation. Parce que lorsqu'on entraîne, c'est qu'on est en train de prendre des pas petit à petit vers la bonne solution. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe où est-ce que l'optimiseur s'en va? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace des paramètres? On se poser la question. Et en fait,
il semble que, en tout cas, notre intuition sur ce qui se passe, c'est qu'en fait, le scheduler et, en tout cas, la solution avec le scheduler et la solution avec Fix euh, sont dans des bassins différents dans l'espace des paramètres. Je vais revenir sur... donc ici, je prends la courbe des loss, mais je vais revenir sur ça. Je vais présenter un peu l'intuition qu'on a là de ce qui se passe. En fait, quand on commence l'entraînement, donc on commence avec un θ initial ici, qui sont les paramètres pré-entraînés. Et donc, on a là les deux losses, la loss adversarial et la loss clean. Et donc, quand on fait de l'entraînement standard sur la clean loss, ce qu'on veut minimiser la clean loss et donc augmenter la performance sur la tâche. Et donc, ce que ça fait, ça minimise et ça tombe sur un certain minimum local ici. Sauf que pendant ce temps, ça augmente aussi. Pendant qu'on minimise la clean, en fait, on augmente la performance, en tout cas la robustesse adversarial. Or, lorsqu'on part du côté fixe, en fait, c'est lorsqu'on fait de l'entraînement adversarial fixe, c'est que on veut à la fois minimiser l'adversarial loss et la clean loss. Et donc, dans ce cas-là, on tombe dans un certain bassin ici où on a une certaine performance, on a une certaine loss ici, clean et robuste ici. Mais la performance, la loss clean est nettement au-dessus de ce qu'on aurait espéré de la loss clean. Voilà. Et ce que semble faire, donc, il semble donc que les deux vont dans des directions opposées. Donc, ce que semble faire le scheduler, c'est que ça part d'abord dans la direction du clean. Et lorsqu'on atteint un peu un niveau acceptable pour la loss clean et qu'on commence à ajouter du bruit, ça se dirige vers un endroit qui a à peu près le même niveau de loss que lorsqu'on part sur l'optimisation fixe. Mais ça ne perd pas l'avantage clean que ça avait. Et donc, ça semble indiquer qu'en fait, on a deux solutions robustes. Si on avait juste l'ensemble de toutes les solutions robustes, en fait, il semblerait que ça soit dans des régions différentes. Donc, c'est à peu près ça. Et donc, ce qui nous permet de pouvoir faire cette visualisation, c'est que ça correspond avec ce qu'on observe sur les losses. Donc, on peut voir ici que en termes de loss adversarial, lorsqu'on fait le fixe, en fait, on commence à baisser pendant que la loss adversarial sur le clean augmente. Donc, c'est à peu près ce qui se passe et ce qui nous permet de dire cela. Mais ça ne répond pas, c'est comme une sorte d'intuition pour l'instant et ça ne répond pas vraiment à la question de qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est tout. Je ne sais pas si c'était trop rapide, mais bon, je vais présenter les limitations et les suites potentielles de ce travail. Donc, premièrement, il y a ce qu'on a fait dans ce papier, c'est de montrer, en fait, faire une preuve de concept qu'on peut on peut obtenir de la robustesse downstream à partir des modèles pré-entraînés robustes. Mais il reste toujours vrai qu'en fait, avec les modèles robustes, les meilleures robustesses sont obtenues avec les modèles robustes. Sauf que le seul désavantage, c'est qu'ils n'ont pas c'est qu'ils sont ils sont plus rares et plus coûteux à obtenir. Donc, on a montré cela, mais il y a toujours de l'espace pour améliorer la robustesse pour les modèles non robustes. La deuxième chose, c'est l'explication théorique. Vers la fin, je vous ai un peu montré un peu avec les doigts en l'air ce qui semble se passer. Mais en fait, ce serait intéressant de pouvoir expliquer ça par un formalisme mathématique, de pouvoir dire
pourquoi est-ce qu'on a le transfert sous-optimal? Pourquoi est-ce qu'on a le delay? Pourquoi est-ce que le epsilon scheduling marche, en fait? Et ça aussi, ça ouvre des questions sur ça réouvre des questions de recherche et notamment le fait que euh, euh, on a observé par exemple, que euh, le transfert sous-optimal est corrélé avec avec le delay task adaptation. Est-ce que c'est le seul phénomène qui se passe en même temps? Et aussi, s'il y a corrélation entre le delay task adaptation et le transfert sous-optimal, est-ce que c'est la cause? Est-ce que c'est la seule cause d'ailleurs? Si c'est une cause, est-ce que c'est la seule cause? Une autre question importante, c'est la question du pre-training. Donc, la question, c'est, vu qu'on a montré qu'on peut obtenir de la robustesse même quand on n'a pas du pré-entraînement robuste, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut donc avoir en pré-entraînement pour pouvoir avoir une meilleure robustesse en fine-tuning, donc downstream. Et donc, la question, c'est quelles propriétés est-ce qu'on devrait pousser en pré-entraînement? Donc, ça, c'est aussi des questions qui seraient intéressantes. Et aussi, dans ce papier, on n'a pas évoqué d'autres tâches de vision comme, par exemple, la détection d'objets qui nécessiterait, qui fait appel à des losses qui sont différents, mais qui pourraient très bien aussi souffrir du même phénomène. Il y a aussi la question de paramètres efficient fine-tuning, où enfin, en général, pour fine-tuner le modèle, on ne fine-tune pas tous les paramètres, donc souvent on prend une partie, ou bien on utilise un module LoRa comme LoRa pour pouvoir entraîner le modèle. Et donc ça aussi, ça fait souvent appel à des hyperparamètres spécifiques qu'on n'a pas étudiés ici. Et aussi, ce serait intéressant aussi de faire, d'avoir le même phénomène sur d'autres modalités comme le texte ou le speech. Donc, c'est à peu près tout. Je vais rappeler rapidement les contributions de ce papier. Donc, dans ce papier, en fait, qui s'est intéressé au robust fine-tuning, on a montré, en fait, on a mis en évidence deux phénomènes. Premier, le phénomène de transfert sous-optimal, qui correspond à une baisse drastique de performance lorsqu'on ajoute des perturbations, comparativement au cas où on n'ajoute pas de perturbations. Et on a montré, en fait, ça peut arriver même à des petites perturbations, ce qui n'est pas très attendu, en fait. Et le deuxième phénomène, c'est le delay task adaptation, où le modèle commence à prendre la tâche en question à des époques beaucoup plus tard, plus tard à cause des perturbations. Et on a aussi introduit le epsilon scheduling, qui est un ordonnanceur sur les perturbations pour pouvoir pallier au problème de delay task adaptation et indirectement résoudre le problème de transfert sous-optimal. Et ensuite, pour comparer les modèles, on a introduit le expected robustness qui intègre en fait la robustesse sur l'ensemble des epsilon de 0 à l'epsilon seuil, en fait. Et finalement, on a montré en fait sur différents scénarios, variations d'architecture, de dataset et de niveau de perturbation, en fait, que le epsilon scheduling, en fait, permet de pallier au problème de transfert sous-optimal et que le expected robustness est une métrique assez intéressante pour l'évaluation. Je vais m'arrêter là. J'ai aucune idée de combien de temps j'ai pris, mais bon, je pense que à ce stade, je serais ravi de recevoir les questions que les uns et les autres ont. Merci. Allô? Merci Jonas pour la présentation. C'était très intuitif et détaillé. Donc, si vous avez des
des questions, vous pouvez directement ouvrir vos micros ou bien les poser dans le chat. Ça peut être des clarifications, des suggestions. Hello, may I ask a question in English? Yeah, sure. Sorry, everybody. Pardon tout le monde. C'est en anglais la question. You were showing a slide earlier on about the expected robustness. Could you go to where that was introduced? Okay, and it was introduced here. Yes. So sorry, this is a very probably simple question, but why is the fixed performing better in robust accuracy than the scheduler compared to expected robustness? And please answer in French for everyone, but it's just hard for me to phrase it properly. Oh, you want me to answer in French or you prefer? Yeah, it's okay to answer in French. Yes. Okay. It's just I would yeah. Pardon. Pas de problème. En fait, pourquoi est-ce que le fixe a une meilleure performance robuste? En fait, le fixe, pour comprendre, en fait, le fixe, je vais rappeler ce que le fixe fait et ce que le scheduler fait. Le fixe, c'est l'entraînement avec le niveau de bruit à epsilon g. Donc, par exemple, si on a fixé le niveau de bruit, est-ce que j'ai mon curseur? Si on a le niveau de bruit à 2 sur 255 ou 4 sur 255, en fait, on commence à exposer le modèle au bruit dès le début de l'entraînement. Donc, c'est un peu comme si le modèle a été exposé plus longtemps à ce niveau de bruit. Et donc, naturellement, ou quelque part, ça arrive à cette robustesse à 40%. Alors qu'avec le scheduler, ce que le scheduler fait, c'est que c'est un curriculum qui vient en 3 phases et qui commence d'abord par ne même pas ajouter du bruit. Donc, on n'a pas, pendant, par exemple, 10-12 époques sur certains modèles, on n'ajoute pas du tout de bruit. Ensuite, on commence à ajouter le bruit de façon incrémentale. Donc, on ajoute des petits bruits et on augmente de plus en plus jusqu'à atteindre un niveau seuil. Et donc, parce que le modèle a été exposé à moins de bruit, en fait, naturellement, il arrive à une performance qui est non nulle, mais en fait qui est légèrement inférieure à la performance. Donc, je dirais que c'est le niveau d'exposition. Et aussi, c'est parce que cette évaluation-ci, c'est l'évaluation à epsilon g. Donc, à epsilon g, le fixe a beaucoup plus vu d'exemples à epsilon g, donc il est beaucoup plus performant, alors que le scheduler a vu moins d'exemples à epsilon g. Donc, c'est ça un peu la raison pour laquelle ça a moins de robustesse, mais ça a plus de clean aussi. Parce que ça a plus de clean parce que justement, on a commencé par faire un entraînement simple, sans bruit, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Mais une autre question. Pourquoi le expected robustness est mieux avec le scheduler après ça? Peut-être que je ne comprends pas expected très bien. Oui, en fait, bon, peut-être il faut voir la courbe ici. En fait, la courbe, j'espère que la courbe s'y va clarifier. En fait, si on regarde ce que j'ai tracé ici sur la courbe de gauche, par exemple, ce qu'on peut voir ici, on peut voir qu'en fait, c'est l'accuracy à chaque niveau de bruit. Là, c'est à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Et on peut voir l'évolution de la courbe fixe ici, en bleu. Et on peut voir le scheduler ici. Donc, ce qui se passe, c'est que les deux nombres que j'ai donnés ici, le 67, c'est ce qui est ici. Et le 76, c'est ce qu'on a ici en jaune.
En fait, on peut voir qu'en fait, au niveau de perturbation cible qui est 4 sur 255, les deux performances sont inversées. C'est-à-dire qu'ici, on a plutôt le bleu qui est en haut, c'est-à-dire à 40, et l'autre qui est à 30. La question, c'est si tu avais juste ces deux niveaux ici à gauche et ici à droite, qu'est-ce que tu choisirais en fait? Qu'est-ce qui te permet de dire que ce modèle, c'est mieux que l'autre? En fait, la solution qu'on a trouvée, en fait, c'est de dire que regardons juste l'air sous la courbe ici. Donc, si tu regardes l'air, ce que le expected robustness calcule, c'est juste l'air sous la courbe de pour chaque cas ici. Donc, l'air sous la courbe orange est beaucoup plus grande que l'air sous la courbe bleue. Donc, c'est tout simplement ça. Et donc, c'est ça qui est reflété ici. Donc, c'est l'air rescale, mais c'est quand même, enfin, c'est le même scale. Donc, là, c'est juste l'air sous la courbe. Ouais. OK. Merci pour la question. C'est une question intéressante. Merci beaucoup pour les réponses. Pas de souci. Il y a une question dans le chat. Si tu peux vérifier. Je vais regarder. Merci pour la présentation. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur la modification du poids par rapport à cette méthode robuste. J'espère que j'ai bien compris la question. En fait, sur comment est-ce que on fait l'entraînement adversarial, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça la question. Sinon, il faut réécrire pour que... Oui, c'est bien ça. Ouais, je vais revenir. Peut-être j'en ai parlé rapidement un peu au début. Est-ce que c'était ici? Non, c'était sur la motivation. Peut-être pour que les gens aient l'image aussi en tête. En fait, ce qu'on fait pour l'entraînement robuste, c'est simplement faire ce que j'ai montré ici. En entraînement classique, je reviens d'abord, de façon classique, lorsqu'on entraîne, en fait, ce qu'on a ici, c'est juste le cross entropy loss. C'est-à-dire que tu prends ton modèle pré-entraîné, tu rajoutes la tête linéaire qui correspond à ta tâche et tu fais du fine-tuning. Donc, tu passes tes images, tu calcules la cross entropy loss et tu fais le backpropagation pour pouvoir mettre à jour le modèle. Ce qui se passe lorsqu'on fait l'entraînement robuste, c'est que au lieu de passer c'est-à-dire que l'entraînement à lui-même ne change pas en fait. C'est vraiment l'image qu'on passe qui est changée. C'est-à-dire qu'on passe on passe l'image et on a l'image et on fabrique le bruit, ce que j'appelle noise ici, et qui est fabriqué d'une certaine manière adversarial. Et je vais peut-être aller après sur le adversarial risk pour montrer un peu la correspondance là-bas. En fait, on fabrique ce bruit et ensuite on l'ajoute à l'entrée, on le repasse dans le modèle et on calcule le gradient tout simplement. Et là, j'ai mis adversarial loss, mais c'est juste cross entropy loss plus ce noise. C'est un peu ça. Et pour de façon juste rapidement, et donc la différence avec l'entraînement classique, c'est qu'il n'y a pas ce max ici là. Ici, on a pris le maximum. On est en train de minimiser le expectations du max ici. Mais en fait, classiquement, c'est comme si on voulait minimiser le pire cas. Classiquement, on n'a pas cette perturbation delta ici. On a juste la loss plus le x plus delta. Donc, c'est à peu près. Oui, on va répondre à la question. Est-ce qu'il y a une autre question?
Ne vous gênez pas, hein. Oui, bonjour, Jonas. Ouais, bonjour, Pape. Oui, bon, merci pour la qualité de la présentation. Bon, en fait, j'avais juste noté l'introduction du bruit. En fait, j'avais une question concernant la nature du bruit. Donc, est-ce que ça va dépendre des données ou bien il y a des hypothèses formulées pour ça? Donc, la nature de la distribution du bruit introduit. Comment s'est fait le choix, peut-être? Ouais, pour le bruit qu'on ajoute ici est ajouté. En fait, déjà, je dois mentionner, c'est pas un bruit aléatoire. C'est pas un bruit aléatoire. C'est-à-dire que c'est pas un bruit gaussien ou qui suit une certaine loi, une distribution qui est connue. En fait, c'est en fait, on ne sait même pas quelle distribution c'est. La seule façon qu'on a de sample, la seule façon qu'on a de samples de cette distribution, c'est d'attaquer. Et donc, la façon dont on obtient ce bruit-là, c'est en maximisant la loss tout simplement. Donc, quelque part, je reviens encore sur l'équation ici. En fait, ce qui permet de fabriquer ce bruit, c'est ce qui est à l'intérieur ici, ce qu'on appelle on appelle ça maximization step, mais c'est du genre, on va commencer en même bruit et on va prendre les directions. Donc, lorsqu'on ajoute un bruit, on calcule la direction du gradient. En fait, on passe l'entrée à l'intérieur. On regarde la direction. Lorsqu'on entraîne, on regarde la direction qui minimise la loss. Mais en fait, pour calculer le bruit, on cherche plutôt la direction qui maximise cette loss. Et donc, cette direction, on l'ajoute cette direction, on l'ajoute qui devient notre nouvelle perturbation, on l'ajoute à notre image. Et donc, c'est par optimisation de façon itérative qu'on arrive à trouver ce point-là. Et donc, en fonction du modèle, pour donner une idée un peu de ce qui se passe, si on a un modèle, par exemple, qui est entraîné de façon normale, sans ajouter de bruit, ou bien qui est entraîné juste avec le cross-entropy loss, ce qu'on va avoir, c'est que tous les points auront facilement du bruit autour d'eux. C'est-à-dire que c'est comme si tous les points peuvent être perturbés. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas très difficile d'avoir ce bruit. Et donc, ça donne quelque chose qui n'est pas très clair comme distribution aussi. Le cas intéressant, c'est lorsqu'on a entraîné cette façon robuste, c'est que le modèle qu'on obtient rend ça plus difficile, ou bien c'est plus difficile d'obtenir ce genre de bruit. Donc, si tu prends un point et son voisinage, donc si tu prends un point ou une image comme en entrée et son voisinage, en fait, il y a des parties de cet espace dans son voisinage où, si tu prends ces directions-là, en fait, tu vas traverser, tu vas changer de classe. Et pour pouvoir trouver cette direction-là, tu es obligé de faire de l'optimisation de façon itérative. Donc, on ne connaît pas, en fait, cette distribution. Et tout ce qu'on sait, c'est que ce sont les points qui maximisent cette loss dans la boule-là. Et la seule façon de sample ces points-là, c'est de faire de façon itérative. Donc, on peut sample de là, mais on ne connaît pas. J'espère que ça répond à la question. Ouais. Oui, parfaitement. Donc, je comprends que c'est pas, disons, un bruit introduit de façon déterministique, bon, je peux dire. Oui. Mais ça va dépendre des données, comme vous l'avez expliqué. Oui, c'est bien noté. Oui, des données et du modèle, oui. Ça, effectivement. Bon, merci beaucoup et on espère qu'on aura aussi la possibilité d'avoir le papier si c'est publié, bien sûr. Oui, je pourrais aussi partager les slides après, si ceux qui veulent. Oui, mais je vais faire la présentation le mois prochain.
à Rio pour iClair. Donc, c'est déjà disponible. D'autres questions? Il y a Stéphanie qui avait levé la main, je pense. Je sais pas. Ok, c'était une erreur. Pour ceux qu'on empêche de voir le match, je pense que je ne sais pas si le match est fini. Mais, Oui, je pense. mais ouais, tout libre de... Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons nous en arrêter là. Ok. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, merci énormément, Jonas, pour la présentation. C'était vraiment très, très clair. Nous espérons aussi vous revoir lors d'une prochaine session. Merci Ce sera énormément. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Il y a quelqu'un Oui. qui demande. Oui. Oui, je pourrais partager les slides. J'ai vu la question. Je pourrais partager les slides à Sophie et elle se chargera je pense, de partager de la manière, je ne sais pas, dont elle. Oui. Je ne sais pas si vous êtes tous dans le groupe WhatsApp Kalsen AI. Ouais. Sinon. Mais vous pouvez aussi me contacter directement si vous voulez. Et je vous envoie les slides D'accord. S'ils ne sont pas aussi, je trouverai peut-être un moyen de voir si sur Meetup on peut partager les slides. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, pareillement.